Bonsoir. Et maintenant, vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez bien? Oui. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, on va poursuivre le cours de la dernière fois sur la moelle épinière. On a vu, en gros, les généralités, définitions, généralités, origine embryologique de la moelle épinière. On est rentré dans le vif du sujet, la structure histologique de la moelle épinière. On a vu la composition structurale, donc les subdivisions de la moelle épinière, substance grise centrale entourée par la substance blanche. On a vu que la substance grise était faite principalement, donc voici la substance grise, on a la gélatineuse que l'on trouve au niveau du canal, autour du canal épendymère, la substance gélatineuse centrale de Stilling, et celle que l'on retrouve en arrière de la tête des cornes postérieures, on l'appelle la substance gélatineuse de Rolando. On a le reste, tout le reste, c'est ce qu'on appelle la substance grise spongieuse, qui est d'aspect spongieux, elle est assez molle, et spongieuse, donc poreuse, elle présente un aspect en cavité, cavitaire. Donc, tout le reste de la substance grise a cet aspect-là, sous forme d'une substance grise spongieuse. On a illustré cela sous forme de schéma. On a énoncé les différentes définitions concernant les cornes antérieures qui sont plutôt mal délimitées dans les contours, qui sont volumineuses comparativement aux cornes postérieures, lesquelles présentent uniquement une tête et une base, comparativement aux cornes postérieures qui elles, sont plutôt à contour net, effilé, et puis qui donc présentent une base, un col et une tête. Et on retrouve, c'est-à-dire à la frontière au niveau des cornes, donc de la tête, l'extrémité terminale des cornes postérieures, on retrouve la substance blanche qui délimite ce contour-là qu'on appelle la zone marginale de Lissoyer. Et puis, on a illustré cela sous forme d'un schéma. On a noté toutes les différentes parties constitutives de la substance grise médulaire. On a noté l'emplacement du noyau de Waldeyer, la colonne de Clark sur les bords internes des bases des cornes postérieures. Et puis, on a énoncé donc les cornes de part et d'autre, les cornes latérales. Et puis, on a aussi évoqué la substance réticulée qui correspond plutôt, que l'on retrouve en arrière des cornes latérales. Et cette fois-ci, cette substance, elle a un aspect sous forme de prolongement transversaux ou bien obliques. Donc, c'est des petits prolongements, c'est des petits chevauchements, si vous voulez, sous forme de prolongement qui ressortent en arrière des cornes latérales qu'on appelle la substance réticulée. On a vu la notion de commissure grise, qui correspond au pont de substance grise qui établit la communication entre les cornes antérieures et postérieures. Donc, c'est un pont transversal de liaison des deux cornes postérieures et antérieures qu'on appelle la commissure grise. On l'appelle aussi la substance grise intermédiaire ou bien la commissure intermédiaire. Et bien sûr, elle comprend cette zone-là, cette commissure grise, elle est centrée par le canal de l'épendyme ou bien le canal épendymaire, dit aussi canal spinal, et ce qui nous permet de subdiviser cette zone en deux sortes de commissures, la grise antérieure qui est plutôt mince et la postérieure qui est plutôt épaisse. Voilà. Grosso modo, on a énoncé aussi certaines définitions concernant la substance blanche médulaire qui est faite principalement de fibres nerveuses myélinisées et amyéléniques. Je fais un petit résumé pour vous remettre dans le bain. Et puis, on a des fibres névrogliques aussi qui proviennent surtout d'un type de cellules névrogliques ou bien gliales qu'on appelle les astrocytes fibreux. Et puis, l'ensemble des prolongements de fibres nerveuses vont établir des feutrages autour des vaisseaux sanguins. Et on a aussi énoncé les différents sillons constitutifs de séparation des cordons antérieurs, postérieurs et latéraux de la substance blanche. On en a 4 types, le sillon médian antérieur, le postérieur et les 2 types de sillons collatéraux antérieurs et postérieurs.
donc qui délimitent respectivement les cordons antérieurs, les cordons postérieurs et les cordons latéraux. Voilà ce qui a été fait en gros avec des petits schémas représentatifs et qui vous permettent de bien suivre et comprendre ces subdivisions au sein de la substance grise médulaire et de la substance blanche. On a finalisé ce paragraphe en énonçant donc les racines, les racines rachidiennes qui sont étagées. Et ces racines, on a les racines antérieures, les ventrales, et des racines postérieures dorsales. Dans la réunion, ça, je ne vous apprends rien, qui forment le nerf mixte rachidien. Et on a rajouté que ces fibres, elles sont soit myélinisées et ou amyéléniques, et elles sont regroupées en 31 paires de racines, à savoir 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires et 5 sacrées, et une dernière paire coccygienne. Voilà ce qui a été énoncé la dernière fois. Ça va pour le petit résumé que je viens de vous faire? Madame, pour la commissure grise, c'était quoi l'autre dénomination que vous avez citée? J'ai dit intermédiaire, la substance grise intermédiaire, ou bien le pan qui effectue la liaison entre les cornes postérieures et les cornes antérieures. La substance grise intermédiaire, on l'appelle aussi la commissure grise intermédiaire ou bien la commissure grise tout simplement. Ça va? Oui, merci. Pas de quoi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va traiter les différents types de neurones de la substance grise. Je vais, comme je l'ai fait la dernière fois, ce n'est pas un cours de physiologie, c'est un cours d'histologie. Donc, on va juste énoncer les composants et certains termes techniques. On va dire de quoi il s'agit sans rentrer dans le fonctionnement parce que ce n'est pas du ressort de ce module. OK? Donc, vous tiendrez compte uniquement des données que j'aurai à expliquer dans ce présent cours. Mais sans plus, on ne va pas rentrer dans le détail physiologique. OK? Donc, on vous dit, en ce qui concerne les différents types de neurones de la substance grise, ici, de la substance grise médulaire, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de classification déjà, et puis il y a différents types de neurones au niveau de la substance grise. Et chaque type de neurone peut correspondre à un rôle physiologique donné. Ça signifie quoi? Ça signifie que une variété de neurones peut correspondre à une signification fonctionnelle particulière. Et c'est le cas, et d'ailleurs, physiologiquement parlant, on va vous donner des zones, des aires fonctionnelles, des zones fonctionnelles. D'ailleurs, dans la répartition en physiologie, elle est segmentée. C'est des segments, c'est des étages, donc où dans chaque zone, d'ailleurs j'ai énoncé certaines zones fonctionnelles, le noyau de Walder, parce que vous allez les retrouver dans la fonction, soit ça part, soit ça vient dans une zone. Donc c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs zones, plusieurs types de neurones, lesquels peuvent correspondre, avoir un rôle fonctionnel bien défini. Et c'est pour cela qu'il y a la localisation, c'est-à-dire le lieu où se trouve la topographie des neurones. Est-ce que ça se trouve à la base des cornes ou bien à la tête des cornes postérieures ou antérieures ou cornes latérales, au niveau de la commissure, autour de l'épendyle, etc. Donc, selon la localisation, la topographie de ces neurones et selon, bien sûr, la morphologie du corps cellulaire, du cytone, du péricardion, de ces neurones, et surtout, cette classification, c'est celle d'ailleurs qu'on va retenir ici dans ce présent chapitre, c'est une classification qui tient compte beaucoup plus de la destinée de l'axone. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette distinction, cette classification, elle tiendra compte, on va tenir compte de ce critère d'identification pour pouvoir classer nos neurones. Et ça signifie quoi aussi? Ça signifie que ces neurones, la classification de ces neurones et la terminologie, la classification, voilà, de ces neurones, elle s'est faite sur la base, parce qu'il y a plusieurs critères d'identification et de classification. La topographie,
la forme du corps cellulaire, la taille du corps cellulaire. On peut considérer la longueur de l'axone, etc. Mais nous, le critère primordial de classification et d'individualisation dans ce présent chapitre, c'est la destinée de l'axone. Ça signifie quoi? C'est le fait que, est-ce que l'axone reste au niveau de la moelle épinière, c'est-à-dire les axones, les fibres nerveuses de ces neurones, est-ce que dans leur rôle physiologique, ils ne quittent pas la moelle épinière, donc ça travaille au niveau, dans l'axe de la moelle épinière uniquement, ou bien du névraxe, au niveau du système nerveux central, ou bien ces axones quittent carrément le névraxe, le système nerveux central, pour aller vers d'autres organes. Et donc, c'est ce critère d'identification dont on a tenu compte pour faire cette classification. Et dans cette présente classification, on a déterminé deux grands groupes de neurones. On a des neurones dont l'axone quitte la moelle épinière. Donc, on va voir que les axones de ces neurones, ils ne restent pas au niveau de la moelle épinière, ils vont se rendre dans d'autres étages, soit de la moelle épinière elle-même, ou bien carrément vers le névraxe, vers le cervelet, ça dépend, tronc cérébral, le cerveau, etc. Et on a un deuxième modèle de neurones, lesquels, ceux-ci, vont carrément quitter le système nerveux central, le névraxe. Et selon cette organisation, cette classification, on a plusieurs types de neurones. Donc, le premier, c'est les neurones dont l'axone quitte la moelle épinière. Il s'agit de quel type de neurones? On va énoncer ces différents types de neurones. Ensuite, on va voir les caractéristiques de chaque type. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de raconter? Yeresh? Oui, madame, oui. Très bien. Donc, on vous dit des neurones dont l'axone quitte la moelle épinière, ils sont représentés par deux modèles, par deux types de neurones principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les motoneurones des cornes antérieures. C'est les plus importants, les plus abondants d'ailleurs. Et nous avons les seconds qu'on appelle les neurones des cornes latérales. Je le répète, on ne va pas faire de la physiologie. Juste, on va énoncer ces différents types de neurones. Le second modèle, c'est les neurones dont l'axone ne quitte pas le névraxe. Et ceux-ci, on va voir qu'ils sont représentés par trois variétés de neurones, lesquels, pour les premiers, on les appelle les cellules funiculaires, ou bien les neurones funiculaires. Les autres, on les appelle les cellules de la substance gélatineuse. Il ne faut pas oublier qu'on est au niveau de la moelle épinière, donc toutes les cellules, ici, c'est des neurones. Donc, les cellules de la substance gélatineuse, et nous avons aussi des interneurones, c'est des neurones de connexion, et ceci se trouve au niveau des cornes antérieures. Là, on a juste énoncé ces neurones, on va rentrer dans les détails. Donc, le grand point qu'on va traiter, c'est les différents types de neurones dont l'axone quitte la moelle épinière. On a vu que le premier modèle, ce sont les motoneurones des cornes antérieures. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces motoneurones des cornes antérieures? Ce sont des neurones somatomoteurs. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi, somatomoteur? Le muscle strié. Ça signifie le muscle strié? Non, former une phrase correcte. Un neurone somatomoteur, ça signifie quoi? Il est lié au muscle. C'est destiné. Ami? J'ai pas compris, Mila. Répète s'il te plaît. Les neurones somatomoteurs, ça signifie quoi? Ils sont destinés aux muscles striés squelettiques pour faire des mouvements volontaires. Somatomoteur, ça signifie destiné. Oui, c'est pas faux, hein? C'est pas faux. C'est juste la formulation. Oui, ce sont des neurones qui sont destinés aux fuseaux neuromusculaires et aux fibres musculaires striées squelettiques, aux plaques motrices. C'est pour ça qu'on les appelle les neurones somatomoteurs. Quel est l'autre type de neurone qu'on a? Sensitif. Sensitif.
sensitifs. D'accord? Et cela, c'est quoi? Les neurones sensitifs, c'est quoi? Vous êtes censé le savoir. Hein? Sont Comment? destinés à la peau. La sensibilité, oui. Des téguments. Oui, au niveau des téguments, la sensibilité tégumentaire. Très bien. Voilà. Donc, les neurones, les motoneurones des corps antérieurs, ce sont des neurones somatomoteurs. Ils sont multipolaires, c'est-à-dire que leur axone présente un arbre dendritique ramifié, multipolaire. Ils présentent donc un cytone, regardez, de forme étoilée ou bien polygonale. Il présente de très nombreuses dendrites. Dendrites, c'est féminin. De très nombreuses dendrites, richement arborisées. Et ces neurones, ils ont des dendrites, de très nombreuses dendrites. Et ces dendrites comportent au niveau de leurs extrémités des petites ramifications sous forme d'épines. Ça ressemble à des épines. D'ailleurs, on appelle les terminaisons, les terminaisons de ces dendrites, on les appelle épines. On les appelle épines dendritiques et elles ont reçu le nom de épines de Cajal. C'est l'auteur qui en a parlé. D'accord? Donc, ce sont des neurones multipolaires. La forme du cytone est peut-être étoilée ou polygonale, mais avec de nombreuses dendrites qui sont elles aussi ramifiées et arborisées, donc elles présentent des ramifications primaires, secondaires, etc., avec de petites, les extrémités terminales de ces ramifications, elles ont la forme d'épines, c'est comme des épines, et on les appelle les épines dendritiques, et celles-ci, celles des motoneurones des corps antérieurs de la moelle épinière, on les appelle les épines de Cajal. Quelles sont les particularités des axones de ces motoneurones des cornes antérieures, qui est le critère de classification principale? Leurs axones, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont lents, ils sont myélinisés et ils forment par leur groupement les racines antérieures des nerfs rachidiens. Voilà les particularités des axones lents, myélinisés des motoneurones des cornes antérieures. Voilà. Ça va? Madame, pour les épines de Cajal, Eh, on fait référence seulement à la terminaison ou bien à toutes les dendrites? Toute la au niveau partie. des dendrites, il y a des ramifications au niveau des dendrites. D'accord? Et ces ramifications se terminent par des bouts, elles ont des formes épineuses. C'est ce qu'on appelle les épines dendritiques. Je ne sais pas si j'ai une image. Regardez. Ici, bon, c'est très schématique. Regardez. Ces petits bouts, ces ramifications, ces arborisations des ramifications des dendritiques, elles se présentent comme des épines. On les appelle les épines dendritiques ou bien les épines de Cajal. Voilà. Ça va? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, on vous rajoute que ces motoneurones des cornes antérieures, selon l'endroit auquel sont destinés ces axones, on distingue deux types. On ne va pas rajouter, je ne vais pas expliquer comment est-ce qu'ils vont aller là-bas, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi, c'est pas l'histologie, juste vous retenez ce que je vous ai dit, c'est tout. D'accord? Je ne vais pas expliquer le cheminement, comment ils font, d'où ils viennent, vers où ils partent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, on ne va pas faire ça en histologie. D'accord? Parce que c'est une perte de temps et on n'a pas besoin de ça en histologie. Vous le ferez en physiologie, en anatomie, je ne sais pas, mais pas en histologie. OK? Donc, on vous dit qu'en fonction de l'endroit où vont aller ces axones, on a deux modèles, deux types de motoneurones. Nous avons les motoneurones alpha et nous avons les motoneurones gamma. Les motoneurones alpha, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont de grande taille, leur axone est épais, et puis ces motoneurones alpha sont destinés aux fibres musculaires squelettiques, striées squelettiques, plaques motrices. Et la deuxième variété de motoneurones, on les appelle les motoneurones gamma,
On va les comparer avec les premiers alpha, comparativement, parce que les motoneurones, ils sont d'assez grande taille, hein, tous les deux, que ce soit les alpha et les gamma. Mais entre eux, les motoneurones gamma, ils sont plus petits. Ils sont de forme petite comparativement aux motoneurones alpha et leur axone est plutôt mince comparativement toujours aux motoneurones alpha. Et on vous dit que l'axone, ces motoneurones, ils sont destinés donc, aux fibres des fuseaux neuromusculaires. Quelle est la différence entre les fibres musculaires striées squelettiques et s'ils sont destinés aux fuseaux neuromusculaires? Qui va me donner la différence entre ces deux? Ces deux Madame, vous destinations. pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ah, oui, bien sûr. J'ai dit que les motoneurones alpha sont destinés aux fibres musculaires striées squelettiques, c'est-à-dire aux plaques motrices. Par contre, les motoneurones gamma, on vous dit qu'ils sont destinés aux fibres des fuseaux neuromusculaires. Quelle est la différence entre les deux? Normalement, vous saurez répondre en fonction de vos connaissances. Déjà de l'année dernière, vous pourrez répondre. Est-ce que vous avez compris ma question? C'est quoi la différence entre les deux destinations? Fibres musculaires striées squelettiques, plaques motrices et fuseaux neuromusculaires. Avec le schéma. Ça va vous aider normalement. Voici le motoneurone alpha. Voici le gamma. Je ne rajouterai pas plus. Hein. Si vous ne répondez pas, je vous laisserai le temps de réfléchir et de me répondre après. Madame, le ganglion alpha. Monsieur ganglion, mademoiselle, ce n'est pas un ganglion. Hein. C'est quoi, madame? Ce n'est pas un ganglion. Hein. Madame, le neuromoteur alpha. Oui, très bien. J'ai compris. Je sais que vous avez compris, mais à la manière dont vous l'avez dit, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la science, ma fille. C'est comme si vous savez quel médicament donner à un malade et vous lui prescrivez un autre. Alors que vous savez que dans votre tête, vous savez que c'est l'autre. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai raconté? Oui, madame, qui voilà. ganglion spinal. Oui, j'ai compris. Mais il ne faut pas oublier que demain, vous serez médecin. Et il faut employer les termes qu'il faut là où il faut. Oui, c'est vrai, madame. Oui, allez-y, ma fille. Allez-y. Madame, je pense que les motoneurones alpha dépendent de la volonté. Par contre, Et les autres? les gamma sont des réflexes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Qui peut répondre? C'est pas Madame, faux. C'est pas faux, mais c'est pas très bien dit, mais c'est pas faux, hein? Oui. madame, je pense que les motoneurones alpha vont destiner aux plusieurs faisceaux musculaires. Oui, ça, c'est pas un problème. C'est pas ça la question. La question, c'est la différence entre les alpha et les gamma. D'un point de vue un petit peu physiologique, histophysiologique. C'est quoi la différence entre les deux? Je vais vous laisser le temps d'y réfléchir. Je continue, je vous laisse le soin de réfléchir à cette question. D'accord? Madame, c'est possible que les motoneurones alpha sont responsables de volonté. Par contre, Des les mouvements gamma, volontaires? Oui. voilà. Et Est-ce par que c'est le contre, cas? Oui. par Est-ce que contre, c'est le cas? je suppose. Mais est-ce que c'est le cas? Qui peut répondre? Madame, normalement, les gamma contrôlent et régulent l'étirement des muscles. Volontairement ou pas? Normalement, Volontairement, je pense. volontairement, c'est les Est-ce que alpha. vous voulez, je vous laisse le temps d'y réfléchir. C'est de la physiologie, ce n'est pas d'histologie. Donc, je vous donne le soin de réfléchir à cette question et vous allez me répondre après. D'accord? Comme ça, on va dénoter, on peut débattre un petit point comme ça, mais une fois que vous aurez eu le temps de réfléchir à cette question. OK? D'accord, D'accord? madame. Oui, On laisse ce point de côté, on va le débattre après.
Donc, je disais que donc là, c'est de la description qu'on fait ici quand même. Les motoneurones alpha, ils sont de grande taille, avec un axone épais. Ils sont destinés aux fibres musculaires striées squelettiques aux plaques motrices. Les motoneurones gamma, par contre, de petite taille à axone mince, destinés aux fibres des fuseaux neuromusculaires. On reviendra sur ce point-là. OK. La deuxième variété, donc on a vu les différents types, les deux variétés de neurones. On a parlé de deux types de neurones. Les premiers, ce sont les motoneurones des cornes antérieures, donc on les retrouve au niveau des cornes antérieures. Et les deuxièmes, on les appelle neurones du tractus. Voici, pour répondre aussi à votre question, la demoiselle qui a dit comment on appelle la commissure grise, on dit ici le tractus intermédiaire. Mais je préfère le terme commissure grise intermédiaire ou bien commissure grise tout court. D'accord? Du tractus intermédiaire et des cornes latérales. Les cornes qui se trouvent au niveau des côtés latéraux. On a vu les cornes latérales, leur position sous forme d'un triangle. Elles émanent des côtés latéraux de part et d'autre. Donc, on a les neurones de cette zone-là qui correspondent à des neurones moteurs végétatifs. Ce sont des neurones viscéromoteurs. Ça signifie quoi? Les neurones viscéromoteurs. Ils sont dirigés vers les muscles. Mais je sais que vous connaissez les réponses, mais je ne veux pas que vous appreniez qu'un pour apprendre. Il faut que vous compreniez aussi. Donc, ils sont destinés à la motricité des viscères. D'accord? Donc, c'est des moteurs végétatifs. Ceux-ci, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces neurones? Ils sont de forme multipolaire, de taille moyenne. Ils présentent un corps cellulaire ou bien un cytone fusiforme. Et ce corps qui est fusiforme, il a de part et d'autre un bouquet dendritique. Donc, un cytone sous forme d'un fuseau et qui présente un dendrite ramifié de ce côté-là et un dendrite ramifié de l'autre côté, ce qu'on appelle bouquet dendritique. Donc, un neurone avec un corps cellulaire fusiforme avec deux bouquets dendritiques. OK? Et bien sûr, avec un axone. Et ces axones-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils vont s'engager dans les racines antérieures. Cette fois-ci, leurs axones, ils vont aller dans les racines antérieures et ils se terminent dans les ganglions de la chaîne sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Yeresh? J'attends, moi je connais tout ça, c'est vous. Je veux que vous participiez à ce cours. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, je vais répéter la question. J'ai dit, donc on vient de décrire ces neurones, mais les neurones des cornes latérales et du tractus intermédiaire. Leur particularité, la particularité précisément de leurs axones, on vous dit qu'ils s'engagent dans les racines antérieures également, mais ils se terminent dans les ganglions de la chaîne sympathique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont rejoindre les neurones somatomoteurs aussi. Vous êtes sûr? Madame, vu que les racines antérieures, ce sont des racines motrices. On a dit que ce sont des moteurs végétatifs. Ah, OK. Donc, ils vont faire partie du système nerveux végétatif. C'est ça? C'est ça? Oui.
Oui, vu que c'est vers la chaîne sympathique. Oui. En lisant la dernière phrase, vous allez comprendre normalement. On vous dit que leurs axones constituent les fibres préganglionnaires du système nerveux végétatif. Et vous n'êtes pas sûr de vos réponses. Je ne comprends pas pourquoi vous hésitez à me donner des réponses. Ni je vous vois, ni vous me voyez. C'est un débat. Non, je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Est-ce que c'est entre vous? Moi, je ne vous connais même pas. Donc, il ne faut pas hésiter à donner des réponses quand vous êtes sûr de vos réponses. Donc, allez, courage. Donc, ça signifie quoi, en d'autres termes? C'est pour les réflexes. Tout le monde est d'accord? Madame, c'est-à-dire que c'est indépendant de la volonté. Ça ne dépend pas de la volonté. Là, c'est sûr que ce n'est pas volontaire. Oui, certainement. Son moteur végétatif, ça ne peut pas dépendre de la volonté. No comment. Personne ne veut intervenir pour donner une phrase simple. Madame, c'est comme par exemple dans le péristatisme des viscères. Oui, le péristatisme des viscères. Oui, très bien. Oui. C'est ce genre de neurones que l'on trouve, qui interviennent. C'est pour réguler les fonctions de l'organisme. C'est trop vague cette réponse, mademoiselle. Elle est très vaste, votre réponse, réguler les fonctions de l'organisme. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, et en même temps rien. Ça ne répond pas à la question. Il rentre dans la composition du système nerveux végétatif dont il forme les fibres préganglionnaires, tout simplement. Ce sont les axones des neurones du tractus intermédiaire et des cornes latérales. C'est eux qui forment les fibres préganglionnaires du système nerveux végétatif. Madame, ici, quand on a dit que ces axones vont s'engager vers les racines antérieures. Oui, de quel neurone? Mais ils se dirigent, mais ils se terminent où? Ils se terminent au niveau des ganglions de la chaîne sympathique. Madame, est-ce que ce sont les racines antérieures des neurones somatomotrices? Normalement, c'est vous qui allez me dire. C'est pas moi. Je suis en train de vous poser, justement, je veux jauger vos connaissances. Mais vous me reposez la question à moi. Enfin, mademoiselle. Oui, vous êtes en train de me rendre ma question. Moi, je ne veux pas me prononcer, je veux que ce soit vous qui me donniez la réponse. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais vous êtes sur le bon chemin, mademoiselle. Continuez dans ce raisonnement, vous allez vous répondre vous-même. Allez-y dans cet ordre de réflexion. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, Kimmel, vous pouvez réfléchir à haute voix. Madame, tu veux servir. Non, c'est le Guyana, mais c'est le petit de l'Espagne. Allez-y. Qui veut prendre la parole? Sinon, je vais faire pareil que pour les autres, les neurones gamma et alpha. Parce que vous êtes censé avoir un certain bagage. L'année passée, histologie, anatomie, vous avez fait des cours l'année passée. Et ce bagage, ce n'était pas pour les examens, hein. Il doit vous servir de base pour les programmes de cette année. Mais là, vous apprenez par cœur et vous oubliez. Sympathique. Non, mais c'est sympathique. Il faut être formel. Il faut être sûr de vos connaissances. Parce que ces termes que j'emploie ici, vous êtes censés les connaître. Le système nerveux végétatif, la chaîne sympathique, les ganglions de la chaîne sympathique, les fibres préganglionnaires du système nerveux végétatif. Ça veut tout dire. Chaque mot, il a sa signification. Et n'empêche, ça ne vous oriente pas. Donc, vous appreniez par cœur. Et c'est ça que je reproche à mes étudiants. Quand vous apprenez par cœur, il faut d'abord comprendre. Vous devez apprendre. Hein. C'est moi qui vous le dis. Celui qui va vous dire « j'ai fait des études de médecine sans avoir appris », il ment. C'est un menteur. On doit comprendre, on doit assimiler et apprendre en même temps. Surtout des modules comme
l'anatomie, même la physiologie. Bon, vous allez comprendre la fonction. Vous pouvez formuler autrement. Mais déjà, vous ne maîtrisez pas très bien la langue. C'est tout le monde. Mais chez vous, le week-end, hein, ces derniers temps, il n'y a que les étudiants. Tous les étudiants, ils passent par ces lapsus, ce problème de langue qui leur fait défaut. Je ne sais pas ce que ça sera en anglais après. Je ne vais pas participer à ça. Mais c'est le problème de langue aussi qui fait défaut aux étudiants. Mais chaque mot, il a sa signification. Ici, vous prenez juste pour l'examen, pour avoir 17, c'est bien. C'est bien d'avoir 17 et de passer en 3e année, 4e année, 5e année. Mais le bagage que vous allez avoir après, je laisse ce point-là pour après et c'est vous qui allez me répondre. Oui, madame, après on va… Allez. Non, je veux qu'on parle de ça et c'est vous qui allez parler. Moi, je vais écouter. Oui. D'accord? Allez. Mais la séance prochaine, madame, on continue. Je veux qu'on reparle de ces points-là. Je continue alors? Oui. Allez. Donc, on a vu donc il y a 2 catégories de neurones. On a dit qu'il y a 2 catégories de neurones. Dans l'axone quitte la moelle épinière, c'est les motoneurones des cornes antérieures et les neurones du tractus intermédiaire des cornes latérales. La deuxième catégorie de neurones, ce sont les neurones dont l'axone ne quitte pas le névrax, c'est-à-dire qu'ils ne quittent pas le système nerveux central. Donc, ils ne quittent pas soit la moelle épinière, soit ils ne quittent pas le système nerveux central. Donc, ils ne quittent pas le transférer, ils ne vont pas vers d'autres organes autres que les organes du SNC, du névrax. Et ces neurones, du moins les axones de ces neurones, ils sont représentés par 3 modèles. On a ce qu'on appelle les cellules funiculaires, on les appelle aussi cellules cordonales. Ce sont des neurones d'association, ce sont des neurones connecteurs. Et on a la deuxième variété de neurones, c'est les neurones qui se trouvent au niveau de la substance gélatineuse. Au niveau de la substance gélatineuse, on a deux types de substances gélatineuses. Nous avons, c'est pour ça, c'est-à-dire, je vous ai donné les définitions. C'est parce qu'on va les retrouver dans la localisation des différents types de neurones. Vous avez compris? Quand je vous ai donné la définition et la topographie de la substance gélatineuse de styline, parce qu'on a un modèle de neurones que l'on trouve dans cette substance. Pareil pour la substance gélatineuse de Rolando. OK? Donc, nous avons des neurones au niveau de la substance gélatineuse de styline, nous avons aussi des neurones au niveau de la substance gélatineuse de Rolando. Et la troisième variété de neurones, ce sont également des interneurones. Et cette fois-ci, ce sont des interneurones que l'on retrouve au niveau des cornes antérieures. Je vais revenir en arrière. Donc, nous avons les neurones dont l'axone ne quitte pas le névrax. La première variété, c'est les cellules cordonales ou bien les cellules funiculaires. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces cellules? On vous dit que ce sont des neurones connecteurs. C'est des neurones d'association. Vous savez ce que ça veut dire, les neurones connecteurs? C'est quoi les neurones connecteurs, les neurones d'association? Entre 2 neurones. Ils peuvent effectuer des liaisons entre 2 neurones. La connexion entre 2 neurones. Voilà. Leurs axones sont lents ou courts, mais ils demeurent toujours à l'intérieur du SNC. Ils ne quittent pas le SNC. Ils remontent, on vous dit que, en ce qui concerne les neurones, les cellules cordonales, qu'est-ce qui arrive à leurs axones qui sont lents? Ils vont remonter le long du névrax, c'est-à-dire qu'ils vont remonter de la moelle épinière vers les autres étages encéphaliques. Et la première catégorie, ils vont tous participer à la formation de certains faisceaux de la substance blanche, lesquels, par exemple, nous avons 2 modèles. Ce qu'on appelle le faisceau cérébelleux direct, cérébelleux, c'est-à-dire qu'il va se rendre à quoi? Vers quel organe nerveux? Cérébelleux. Cerveau. Le cervelet. Le cervelet. Cérébral, c'est cerveau. Et je l'ai dit la dernière fois. Oui. Cérébral, c'est cerveau. Et cérébelleux, c'est cervelet. Cervelet. D'accord? Voilà. Donc, c'est un faisceau qui va se rendre vers le cervelet. On l'appelle faisceau direct. Vous allez voir qu'il emprunte un chemin direct
Et les neurones d'origine de ce faisceau se trouvent au niveau exactement de la colonne de Clark. Où se trouve la colonne de Clark? Je vous l'ai montré la dernière fois dans la substance grise. La base de la corne postérieure. Au niveau Le bord interne. Des bords internes de la corne. La base de la corne postérieure. La colonne de Clark? Oui. Certains? Non. Sur les bords. Madame, c'est latéralement, non? Sur les bords Les bords internes. internes. Interne, oui. Les bords internes de quelle corne? De la Postérieure. corne Postérieure. 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 Voilà. Sur les bords internes de la base de la corne postérieure existe un renflement qu'on appelle la colonne de Clark. Oui. Sur les bords internes des cornes postérieures, des cornes dorsales. Oui, j'avais pas compris ce qu'avait dit l'ami. Ah, ok. Donc, au niveau de la colonne de Clark. Voilà, pour ce faisceau-là. Et vous les apprenez comme ça parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails physiologiques concernant les modalités de fonctionnement de ces faisceaux. Sachez uniquement que ces cellules cordonales, ces interneurones, ils ont des axones lents. Et ces axones lents, pour le premier modèle, le faisceau cérébelleux direct, donc c'est un faisceau qui va aller des neurones qui se trouvent au niveau de la colonne de Clark. Donc ces axones, leurs neurones d'origine se trouvent au niveau de la colonne de Clark et ils vont se rendre vers le cervelet. On l'appelle le faisceau direct, cérébelleux direct. Le second faisceau cérébelleux, il s'appelle faisceau, je vais vous montrer schématiquement, vous allez comprendre pourquoi l'un est dit direct, l'autre est dit croisé. Et il y a d'autres raisons, physiologiquement, neurophysiologiquement parlant, ils ont des rôles différents, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le second faisceau, on l'appelle le faisceau cérébelleux croisé. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que les neurones, les cellules cordonales de ce faisceau-là, les neurones d'origine, ils ont leur origine carrément au niveau du noyau propre de la corne postérieure. C'est quoi le noyau propre? C'est le noyau de... Waldeyer. C'est le noyau, oui, très bien, c'est le noyau de Waldeyer, qu'on appelle le noyau propre de la corne postérieure. Donc, pour résumer, les cellules cordonales ou funiculaires, ce sont des interneurones, c'est des neurones connecteurs. C'est des neurones d'association. Ils peuvent avoir des axones lents, ils peuvent être courts, mais ils demeurent toujours à l'intérieur du névrate, du système nerveux central, du système nerveux central. Ils ne quittent pas le système nerveux comme ce qu'on vient de voir juste avant. Les neurones dans l'axone quittent le névrate. Ceux-ci, ils ne quittent pas le système nerveux central. Il y a certains qui peuvent même demeurer à l'intérieur même de la moelle épinière. Ce n'est pas le cas pour les cellules cordonales, puisqu'elles demeurent dans le névrax, dans le système nerveux, et ces axones, ils sont lents, ils remontent vers le cervelet. On a deux modèles. On a un modèle direct et un modèle croisé. Le premier type qui vont contribuer à la formation de faisceaux au niveau du cervelet, au niveau du cervelet. Le faisceau direct, les noyaux d'origine sont localisés au niveau de la colonne de Clark. Et pour le faisceau cérébelleux croisé, les neurones d'origine sont localisés au niveau du noyau de Waldeyer de la corne postérieure. C'est tout. C'est ce que vous devez reconnaître en ce qui concerne l'histologie. Regardez, pour le faisceau direct, on l'appelle spino-cérébelleux ventral croisé, pour le croisé, croisé de Gewers. Bon, je ne vous donne pas les noms, ce n'est pas la peine. L'autre, c'est Fleming, je ne me rappelle même pas son nom, mais ce n'est pas important parce que nous, en histologie, on doit juste énoncer le fait que le premier, il est direct, regardez, et l'autre, il est croisé, c'est-à-dire qu'il fait un chemin intermédiaire au niveau de la moelle épinière. Ensuite, il va vers le cervelet, bien vers les différents pédoncules cérébelleux, inférieurs ou bien supérieurs. Ça dépend de la zone vers laquelle il va aller au niveau des différents segments cérébraux. D'accord? Donc, le direct,
le direct, il va du noyau de Waldeyer vers cervelet. Il n'est pas très bien fait le schéma Yagimali, c'est vers le cervelet. Voilà. Et l'autre, il est croisé parce qu'il se rend dans une autre direction. Ensuite, il va aller vers le cervelet. C'est pour ça qu'on dit qu'il est croisé. Ça va pour ce point-là? Oui. Voilà. Donc, la deuxième variété de cellules nerveuses dans l'axone, toujours ne quitte pas le névrax, c'est les cellules de la substance gélatineuse. On a deux modèles de cellules. Nous avons celles qui se trouvent au niveau de la substance gélatineuse de Stilling et celles qui se trouvent dans la substance gélatineuse de Rolando. Concernant les cellules de la substance gélatineuse de Stilling, on vous dit qu'elles sont très peu nombreuses. Il y a très peu de neurones, ces cellules nerveuses, elles sont très peu nombreuses et c'est une population de petite taille. Donc, elles sont toutes petites, elles ne sont pas nombreuses. Leur axone, qu'est-ce qu'il fait? Leur axone, il se rend au cordon antérieur, du même côté ou du côté opposé ou bien au cordon latéral. Donc, en fait, ces cellules, elles font un mouvement rotatoire, si vous voulez, elles bougent uniquement au niveau de la moelle épinière. Elles ne quittent pas, carrément, elles ne quittent pas la moelle épinière. Soit leur axone, il se rend vers le cordon antérieur, du même côté, ou bien vers le côté opposé, vers le cordon postérieur, ou bien vers le cordon latéral. Il fait un mouvement sur place, il ne bouge pas, il ne quitte pas la zone médulaire, il ne quitte pas la moelle épinière. Ça va? Oui. Le second type de neurones de la substance gélatineuse, c'est les neurones de la substance gélatineuse de Rolando. Ceux-ci aussi, ce sont les plus petits neurones de la moelle épinière. On vous dit, se trouve au niveau de cette substance gélatineuse de Rolando, on retrouve les plus petits neurones de la moelle épinière. D'ailleurs, quand je vous ai montré le schéma, la substance grise, je vous ai dit, ce sont des neurones, ceux-là. Attendez, je vais remonter ici. Regardez dans ces images. Regardez les motoneurones. Les neurones moteurs de la substance grise ici. Vous voyez leur corps cellulaire avec leur noyau. Ils sont géants. C'est des cellules, c'est des neurones géants. Ils sont très grands. Regardez ces petits points-là. Ce ne sont pas des grains. Ce sont des petits neurones. Donc, il y a des neurones de très, très petite taille. OK? C'est pour ça que quand on vous dit que ce sont les plus petits neurones, ils sont tout petits. Voilà. Leur axone atteigne le cordon latéral ou le cordon postérieur, tout simplement. Donc, ceux de la substance gélatineuse de Rolando, ils se rendent soit vers le cordon latéral, soit vers le cordon postérieur. Ce sont les plus petits neurones de la moelle épinière, tout simplement. La troisième et dernière variété de neurones dans l'axone donc, ne va pas en dehors carrément du névrax. Ceux-ci encore, ce sont des petits interneurones, c'est des neurones d'association qui sont multipolaires et ceux-ci, carrément, ils se trouvent dans le voisinage à proximité des motoneurones. Donc, ils accompagnent, c'est des cellules d'accompagnement, c'est des interneurones qui se trouvent à proximité des motoneurones. D'ailleurs, on les appelle les interneurones des cornes antérieures. On les trouve au voisinage des motoneurones. C'est bon? Madame, ce sont des neurones de connexion. Oui, c'est des interneurones, oui, d'association. Même d'accompagnement, si vous voulez aussi. Hein. C'est bon? Madame, vous Oui. pouvez répéter pour le stealing? Je n'ai pas compris la notion du même côté, le côté opposé. Ces neurones, leur axone, ils ne quittent pas. Mais chez qu'ils ne quittent pas le névrax, ils ne quittent pas la moelle épinière. Donc, ils vont
les axones de ces neurones, ils peuvent se rendre, ils sont de petite taille, ils sont très peu nombreux et de petite taille. Leur axone, soit il se rend vers le cordon antérieur, qui est situé du même côté, soit il se rend vers le cordon qui se trouve du côté opposé, soit il se rend vers le cordon latéral. Mais il ne bouge pas de la moelle épinière, il ne quitte pas la moelle épinière. D'accord? Il va dans les différents côtés de la moelle épinière, de la substance grise. Même vers les cordons latéraux. Il ne faut pas oublier que ces axones, c'est eux qui forment les fibres nerveuses. Au niveau de la substance blanche, on retrouve les fibres nerveuses. Donc, ceux-ci, leurs axones se rendent vers les cordons, tout simplement, du même côté, du côté opposé, ou bien le cordon latéral. En ce qui concerne les neurones de la substance gélatineuse de Rolando, soit leurs axones, ils peuvent atteindre soit le cordon latéral ou le cordon postérieur. Ça va? Oui, madame, j'ai bien compris, merci. Ouais, très bien. Pour les interneurones des cornes antérieures, donc qui se localisent bien sûr au niveau des cornes antérieures et plus précisément au voisinage, à proximité des motoneurones, alpha et gamma. Ça va? Oui. Oui, Très madame. bien. Maintenant, le dernier point qui nous reste, c'est les cellules névrogliques. Les cellules névrogliques, c'est l'ensemble des cellules. Hein? C'est quoi les cellules névrogliques? Ce sont des cellules qui accompagnent les neurones pour le Oui, soutien, d'accompagnement, c'est des cellules de soutien, nutrition. de nutrition, de protection, la phagocytose, la destruction des débris, ils apportent les aliments, la nutrition, etc., etc. D'accord? Ils synthétisent par exemple la myéline, ainsi de suite. Ce sont des cellules névrogliques, c'est des cellules, on l'appelle la glie ou bien la névroglie. Il y a la macroglie et la microglie. La macroglie, c'est toutes les cellules névrogliques, mis à part la microglie. Et la microglie, ce sont les cellules névrogliques, c'est le système immunitaire. C'est les cellules nerveuses qui jouent un rôle immunitaire, qu'on appelle les microgliocytes, ou bien qui forment la microglie. D'accord? Donc, les cellules névrogliques ou bien gliales, on peut les appeler cellules gliales aussi, puisqu'elles forment la glie ou bien la névroglie, elles sont représentées beaucoup plus par deux modèles de neurones, à savoir les cellules épendymères, puisqu'il y a le canal de l'épendyle, le canal spinal ou bien le canal épendymère. Donc, la toute première couche qui tapisse, d'ailleurs même dans l'origine embryonnaire, on a vu que ces premières cellules, c'est les cellules épendymères, les épendymocytes. D'accord? Donc, nous avons cette toute première couche qui est tapissée par une couche, une seule assise, une seule couche de cellules cylindriques qui tapissent. Donc, c'est la lumière du canal épendymère. C'est la toute première couche du canal épendymère. On les appelle les cellules épendymères. Et la deuxième variété de cellules névrogliques, ce sont les astrocytes. Ces astrocytes, ce sont des cellules, on a plusieurs variétés. C'est des cellules en général d'accompagnement. Elles vont avec les neurones, bien sûr. Et on distingue au niveau de la moelle épinière deux variétés aussi. On a ce qu'on appelle les astrocytes protoplasmiques et on a les astrocytes fibreux ou bien fibrillaires. Les fibreux ou fibrillaires, ils ont de très, très nombreuses ramifications, de très nombreux prolongements. Et leur corps cellulaire, il est petit, il n'apparaît pas devant les prolongements, on voit à peine le corps cellulaire. Par contre, les astrocytes protoplasmiques, protoplasme, c'est le cytoplasme, si vous voulez, de ces cellules, ils sont donc beaucoup plus apparents que les astrocytes fibreux qui, eux, prédominent et ils sont très nettement observables de par leur structure fibreuse et fibrillaire qui correspond à des prolongements très effilés et très nombreux. Voilà. Les premiers, les astrocytes protoplasmiques, ils sont localisés dans la substance grise, beaucoup plus,
et la substance grise, et surtout au niveau de la substance gélatineuse de Rolando. Par contre, les astrocytes fibro-fibrillaires, ils sont beaucoup plus présents au niveau de la substance blanche médulaire, et on les retrouve entre les fibres nerveuses ascendantes et descendantes. Voilà, tout simplement. Ça va? Madame, pour le corps cellulaire des astrocytes fibreux, il est grand ou bien… Non, j'ai dit qu'il était à peine visible devant les prolongements. Il n'est pas grand, il n'est pas remarquable. Par contre, les astrocytes protoplasmiques, on voit quand même le corps cellulaire devant. Ils ne sont pas ils ne présentent pas beaucoup de fibres, beaucoup de prolongements. Protoplasmique, c'est-à-dire que c'est le corps cellulaire qui prédomine quand même dans leur structure. Et pour les astrocytes fibreux, c'est ces fibres qui prédominent. Ils ont peu de matériel intracytoplasmique pour les fibreux, d'ailleurs. Ça va? Madame, pour la névroglie, on va la retrouver au niveau du névrax aussi dans le système nerveux périphérique. Les deux. Mademoiselle, on parle des cellules névroglyques de la moelle épinière. C'est le sujet. Parce que j'ai parlé des axones qui quittent. Vous avez quitté. Vous êtes parti avec les axones en dehors de la moelle épinière. Oui. Revenez vers la moelle épinière. Je parle, là, c'est un autre point. C'est les cellules névroglyques de la moelle épinière. On a noté la présence. En général. Oui, c'est en général. Non. Amik, votre question? Madame, je vous ai dit que je croyais que vous avez parlé en général des cellules névroglyques. Mais là, on est dans la moelle épinière, donc les cellules névroglyques de la moelle épinière. Parce que les cellules névroglyques, en général, il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que les cellules épendymères et les astrocytes protoplasmiques et fibreux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau du système nerveux central, même périphérique, il y a beaucoup de cellules névroglyques. D'accord? Les grandes catégories, les variétés prédominantes au niveau de la moelle épinière, ce sont les cellules épendymères que l'on trouve dans le canal épendymère, précisément, et on a les astrocytes qu'on retrouve dans la substance grise et dans la substance blanche. Les astrocytes protoplasmiques prédominent dans la substance grise, et plus précisément, surtout au niveau de la substance gélatineuse de Rolando, on retrouve beaucoup d'astrocytes protoplasmiques. Par contre, les astrocytes fibreux ou fibrillaires, on les retrouve beaucoup plus dans la substance blanche de la moelle épinière. Voilà. D'accord? Oui. Très bien. Madame, les épendymocytes, oui. Elles sont les cellules germinatives. Cellules germinatives dans l'embryologie. Mais après les épendymocytes, ça devient des cellules névroglyques. Donc, qui tapissent le canal épendymère. D'accord? Oui, madame, d'accord. Merci. C'est des cellules névroglyques qui font partie de la névroglie de la moelle épinière que l'on retrouve au niveau du canal épendymère. Oui, madame, d'accord. Merci. Oui, les toutes premières, les cellules souches, au niveau du tube neural, oui. Et on est au niveau de la moelle épinière. Et il ne faut pas oublier que c'est le tube, c'est la cavité du tube neural qui a donné naissance après rétrécissement et fermeture des côtés des lames alaires et des lames basales dans la moelle épinière. Et c'est cette cavité du tube neural qui s'est transformée en canal épendymère. C'est une suite logique. Si vous vous êtes rappelé et vous avez revu le cours, vous aurez compris que c'est le rétrécissement de cette cavité du tube neural qu'on a vu dans l'embryon jeune de 3 semaines, ce tube neural qui s'est refermé et qui, pour donner la moelle épinière, cette lumière, elle s'est rétrécie pour donner la lumière, la cavité du canal spinal ou bien canal épendymère, qui est le canal central de la moelle épinière. Donc, il est tout à fait normal que la toute première couche que l'on a vue dans le tube neural, c'est elle qui s'est transformée en première couche aussi au niveau du canal spinal, cellule épendymère. D'accord? Oui, madame, merci. Pas de quoi.
C'est bon? Je pense qu'on va arrêter le cours. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse cours samedi? Le samedi à quelle heure? L'après-midi. Madame, on va voir avec les autres. Je vais vous dire, allez, de toute façon, écoutez, on n'a pas beaucoup de temps. On est à la 2e semaine. Je n'ai fait que 2 cours. On a beaucoup de cours pour cette unité. Je ne veux pas que l'on soit bousculé les dernières semaines. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Oui, je ne veux pas que vous soyez ou que je sois bousculée. Je suis seule dans le module à faire cette unité. Il y a beaucoup de chapitres. J'aimerais bien qu'on avance. Oui. Est-ce que vous êtes partant pour un cours demain? Madame, Non, madame. De préférence, si vous tenez à faire le week-end, de préférence le samedi, le vendredi. Et le problème, samedi, j'ai peur d'avoir samedi, je ne sais pas, je ne suis pas très sûre de moi pour samedi. J'ai un déplacement. Eh, mais il a qu'un avancé, mademoiselle. Lundi, il a qu'un Elle peut faire 3 séances, Lydia. Hein? J'ai dit à la faire 3 séances parce que peut-être 2, c'est pas suffisant, ou bien je ne sais pas. Et le dimanche, madame? Et dimanche, vous n'avez rien? L'après-midi. on a cours la matinée. Lydia, il ne faut pas oublier qu'il faut biophysique. فاش شحال يكفوا بيوفيزيك هنا فاش شحال madame, dimanche, C'est un tour de 3 heures à peu près qu'on termine. Il y a des gens qui n'arrivent pas chez eux. Donc dimanche. on va faire le cours à 5h30. C'est pas un problème. À 5h30. 5h30. D'accord, on va s'entendre avec les délégués, d'accord. 18. Vous voulez que ça soit dimanche? À 18, bah 17h30, à 18h, bzaf. 17h30. 17h30, c'est pas un problème. Vous serez à la maison, tu seras à la maison. Madame, 17h30, sinon maximum 18h. Le temps que tout le monde arrive chez lui. Voilà, c'est pas un souci. C'est pas un souci. On va faire un cours dimanche. Inch'Allah, on va faire un cours dimanche. On va rajouter un cours lundi et on verra. Comme ça, on va avancer un petit peu dans le système nerveux, les organes essentiels. D'accord, on est d'accord. Parce que n'oubliez pas que la 2e semaine est terminée. Mais on n'est pas avancé dans le système nerveux. Je veux avancer avec vous. Il n'y a pas de souci. Ok, on fait comme ça, dimanche, Inch'Allah. Dimanche, Inch'Allah, 17h, bien à 18h. Inch'Allah. Si vous n'êtes pas arrivé chez vous, dites à la déléguée de m'informer. On va le faire à 17h30. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on avait prévu un dimanche après, le cours a été annulé. Ce dimanche. Avec moi. Oui, j'ai trouvé le message dans le groupe. C'est moi qui l'ai annulé. C'est pas grave. C'est moi qui l'ai annulé. J'ai un déplacement. Dimanche passé, c'est moi qui ai annulé le cours. Dimanche, Inch'Allah, Inch'Allah, dimanche, on va faire. L'essentiel, s'il vous plaît, évitez le week-end. Ils sont un peu fatigués. Le week-end, on a besoin de se reposer un à petit vrai dire, même moi, ça me fatigue de travailler le week-end et je n'ai jamais, vous pouvez voir avec mes anciens étudiants, pratiquement, je n'ai jamais travaillé vendredi. J'aime pas travailler. Le vendredi, c'est sacré pour moi, pour tout le monde. C'est un jour de repos, c'est un jour. Samedi, il m'est arrivé de travailler samedi quand on est tiré. On laisse pour dimanche, on verra. Durant la semaine, on va essayer de rétablir l'équilibre. On va faire 2-3 séances la semaine prochaine, comme ça on va avancer. OK. D'accord. Et vous allez me répondre aux questions sur la moelle épinière. Hein? Madame, aujourd'hui, on est fatigué un peu. Monsieur, aujourd'hui, je vous donne le temps pour la séance prochaine. Oui, merci, madame. Même moi, je suis fatiguée. J'étais dehors toute la journée aujourd'hui. Allez, bonne soirée, bon week-end, à dimanche, Inch'Allah. Merci. Bonne soirée. Merci.